Ok. Bonsoir les amis, il est 20h05 et nous sommes le 18 novembre. Nous allons écouter notre ami Aviram pour, je pense, une belle soirée encore. Aviram, à toi la manette. Merci, Joël. Avec plaisir.
Voilà, vous m'entendez bien? Très bien pour moi. Oui. Donc, aujourd'hui, on va multiplier les connaissances de Knowledge Seeker Workshop numéro 354 du jeudi passé, plus d'autres sources. Le titre de notre émission aujourd'hui, j'ai donné notre façon de changer le monde de nous change. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je vais expliquer beaucoup plus tard. Pas beaucoup plus tard, aujourd'hui, mais un peu plus tard dans cette session-là. Parce que ça marche aussi vice-versa. Notre façon de nous changer change le monde aussi. Et ça nous annonce comme une relation très intriquée entre le monde et nous. D'ailleurs, semble être la seule façon de changer le monde par cette intrigation. J'ai mis un numéro en bas, un numéro de téléphone, 881-881-881. C'est le numéro de téléphone de l'expansion de la conscience. Donc, ce numéro-là va nous aider, chacun de nous et nous tous ensemble, d'expanser notre conscience à travers ces enseignements-là, parce que justement, c'est ça le but de ces enseignements-là. Parce qu'une fois de plus, nous expansons notre horizon multiple, pluriel, le plus on va récupérer, ou au même gré, on va récupérer les talents et les capacités qui nous sommes innés, mais on a oublié dans les passés 8000 ans. D'ailleurs, l'image que j'ai faite aujourd'hui, c'est fait en 3 images. Je vais un peu expliquer ça. L'image au milieu, c'est très, très clair. C'est des mains humaines de différents âges et de différentes personnes qui soutiennent la Terre. C'est ça notre but, pourquoi on est ici. L'image à la gauche, non, je vais d'abord parler de l'image à la droite, c'est la métamorphose d'une chenille jusqu'au papillon. Et ça, c'est une image qui est beaucoup utilisée par une grande dame des mouvements des transitions qui s'appelle Joanna Macy. C'est une Américaine qui œuvre depuis, je la connais finalement, elle est bouddhiste aussi, dans le mouvement de transition de ce monde-là, depuis 2014, publiquement, la Fondation Keshe fait partie. Donc, ce n'est pas la Fondation Keshe qui a inventé cette transition. Elle est là depuis, je dirais, elle a vraiment commencé avec les rébellions multiples des étudiants de les années 60-70. Et après, c'est consolidé et plus spécifié et matérialisé dans différents mouvements. Un, les plus grands, c'est le mouvement de transition qui a généré beaucoup d'éco-villages et aussi le réseau des éco-villages mondiaux. Donc, cette Joanna Macy, elle a un moment donné, elle a pensé pourquoi la transition est si difficile pour si beaucoup de gens. Et elle a des amis, comme un ami qui est biologiste, et en parlant avec lui, tous les deux sont tombés sur l'image ou sur la métamorphose entre une chenille et pour devenir un papillon après. Et ça, c'est une image très puissante parce que ça décrit vraiment très, très, très bien notre situation à nous, la race humaine. Parce qu'une chenille, elle est, c'est un animal, c'est un stade de développement du papillon. Et elle a une caractéristique qu'elle est hyper vorace. Donc, elle peut défeuiller des arbres entiers. Elle juste mange.
elle consomme et elle semble n'avoir aucun regard sur est-ce qu'il y a une autre chenille derrière moi qui a assez à manger ou est-ce que l'arbre, il va mourir maintenant s'il n'a plus de feuilles ou quelque chose comme ça, aucun intérêt. Un peu comme nous, dans le sens que nous avons exploité les ressources de notre mère Terre de la même façon. Après, il bouffe, il bouffe, il bouffe, il devient tellement gros et saturé qu'à un moment donné, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête de manger tout d'abord et il commence à figer. Il se crée, qu'est-ce que vous voyez sur les images, il se crée un cocon. Et dans ce cocon, le cocon est très statique. Donc, de l'extérieur, c'est comme une forme qui ne change pas. Mais à l'intérieur, c'est une révolution ou une évolution au même moment. Pourquoi? Parce que toutes les cellules de la chenille, de la ex-chenille, vont se transformer lentement en cellules de papillon. La particularité de cette transition, c'est que les cellules du papillon, au début de la métamorphose, sont perçues par les cellules ou par l'organisme de la chenille en étant des corps étrangers, comme des cellules cancéreuses qui attaquent la vie et la survie de la chenille. Hein? Ça sonne des cloches? Voilà. Alors, eux, ils mettent leur système d'autodéfense en action contre les nouvelles cellules de papillons pour les détruire, pour les expulser, pour se garder en vie selon leurs croyances. Mais la biologie fait quand même que les cellules ne sont pas vraiment attaquées ou éliminées par l'autodéfense chenilleuse. Ils vont se développer davantage et à un moment donné, le papillon va être complet le moment où la dernière cellule de chenille est transformée dans une cellule de papillon. Hein? Et le papillon, il a un génome différent des cellules de la chenille. Et pour ça, il y a le combat. Donc, c'est un super bon image parce que toutes nous, quand nous sommes dans un état défensif et on ne veut pas de changement et on est tanné de masques et on ne veut plus de gouvernement et toutes ces choses-là qui sont tout à fait justifiées d'ailleurs, à ce moment-là, et les autres personnes qui sont, oui, 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 on veut ça, ça prend plus d'ordre, ça prend plus de règlements et tout ça, parce que autrement, on va vivre l'anarchie si tout le monde fait ce qu'il veut. Et si on voit un papillon par rapport à une chenille, peut juste ramper. Elle rampe. Elle a beaucoup de petites pattes et elle rampe un corps très, très gros à travers la planète. Tandis qu'un papillon, il est super beau, il vole, il est un plaisir pour les fleurs, il est un plaisir pour nous aussi. Donc, c'est tout à fait un autre monde. Il représente un autre niveau d'être. Et pour ça, Macy a choisi ça. Ça peut être une transition pénible, une transition de beaucoup de conflits. Néanmoins, cette transition va aboutir dans une situation où toutes les cellules, il n'y a aucune exclusion, sont transformées en cellules de papillons. Et nous pouvons retirer de cette image-là beaucoup de confiance que ce processus, autant douloureux il peut nous apparaître à des moments, il va nous amener à un état de paradis. Et ce paradis-là, ce état de paradis ne va exclure aucune personne, même pas les personnes qui se battent les pieds et les mains contre le changement actuellement. Et qu'est-ce qui arrive? Un peu la même chose sur l'image à gauche,
c'est une jolie jeune femme qui sort d'un genre de cocon. Elle était comme figée dans une statue blanche avant. Et là, elle est devenue très vivante et plus grande que son cocon. Donc, le cocon a cassé et là, elle découvre, elle peut bouger. Et non seulement elle peut bouger, elle peut avancer. Et ça, tout ça, c'est très génial. Pour ça, je suis très content que j'ai trouvé ces trois images-là pour illustrer le thème de notre session aujourd'hui. On est déjà au début et à la fin des bonnes nouvelles parce qu'il y a juste une bonne nouvelle aujourd'hui. C'était un ajout aux recettes, qu'est-ce qu'on peut faire, au protocole, qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir contre l'implantation des puces. Je vous ai amplement parlé la dernière fois. Donc, ce que M. Kesh a ajouté jeudi passé, c'est juste comme un détail de plus qu'on savait au principe déjà. C'est-à-dire, si on boit 200 millilitres de plasma liquide de CO2 et plasma liquide de zinc oxyde, ça empêchera par la suite la puce à communiquer. Le truc, c'est aussi, je ne me rappelle pas si j'ai parlé de ça, si vous faites la prévention depuis, admettons, depuis les derniers 10 mois, vous avez déjà assez de CO2 et de zinc oxyde et tout ça dans votre corps. J'imagine même en forme de GANS, parce que qui est vraiment capable de séparer, d'être vraiment sûr qu'il n'y a pas un ou trois particules de GANS qui vont passer en transvasant le plasma liquide dans un autre contenant pour le boire. Donc, tout le monde entre nous qui font la prévention One Cup, One Life, ils ont le corps saturé avec CO2, zinc oxyde et aussi oxyde de cuivre, CuO. Parce que toutes les trois sont produits amplement dans la One Cup, One Life. Donc, au début, on devrait boire comme 1 litre par jour, ce que j'ai fait. Après, et je suis devenu addict. Alors maintenant, je bois tout mon eau que je bois à travers la journée, comme un petit gorgée. C'est encore One Cup, One Life parce que j'aime le goût de ça. À votre santé. Voilà. Ensuite, on va parler de nouvelles enseignements de M. Kesh. Il a ajouté, comme l'avant-dernier jeudi, il a annoncé 2 sentiments qu'on ne catégorise pas avec les sentiments avant. C'était le sentiment de la présence et le sentiment de du positionnement. Et jeudi passé, il en a ajouté le sentiment de la connaissance. Parce que conventionnellement, la connaissance est toujours liée au mental rationnel. Alors, c'est vraiment connaissance en le terme propre du mot, sens propre du mot. Et on n'associerait pas naturellement ce mot-là avec un sentiment ou un feeling. Mais quand on a déjà appris auparavant que la transformation dans laquelle nous nous trouvons est un point majeur de cette transformation ou évolution, c'est l'agrandissement de notre capacité de traiter de l'information. Avant ou au début de l'évolution, on traite très peu d'informations. On utilise notre cerveau moins que 5% de notre mental parce que notre software du mental, c'est-à-dire notre conscience, est trop vieille. Elle est pleine de parasites et de virus et elle n'a pas eu une mise à jour depuis 8000 ans, admettons.
Donc, ça fonctionne très mal grâce à ça. Mais l'évolution nous présente avec beaucoup de mises à jour de notre conscience, avec l'apprentissage qu'on peut faire avec M. Kirsch et Grégory et Osho et tous les maîtres illuminés, Bouddha, Jésus et Eckhart Tolle, toutes les autres qui se présentent à nous pour nous aider avec cette transition-là. Quand on parle de connaissance dans le sens de haut débit de traiter cette information, on a dit que ça prend une autre enveloppe comme un autre contenant. Ça ne peut pas être des contenants ou des enveloppes standards qui peuvent être traités rationnellement. Ça prend d'autres. Et on a trouvé que c'est les émotions et les images qui sont des contenants qui peuvent contenir et transporter beaucoup plus d'informations dans une place restreinte, on pourrait dire. Ensuite, on a appris que toutes les connaissances passées, présentes, futures sont déjà là. Et ils ont conservé, si on veut dire, dans l'âme, dans notre âme. On a aussi appris que notre âme est complètement égale à l'âme du Créateur. Alors pourquoi on fait la différence? Parce qu'on fait des petits pas pour comprendre des choses qui sont très paradoxales, qui sont très sur un niveau fondamental, c'est-à-dire un niveau non-dualité, et notre langue se prête difficilement à expliquer ça. Donc, on se rend la chose très douce et très simple pour nous-mêmes en faisant des petits pas. Comme ça, on peut encore dire que le Créateur s'appelle aussi Dieu et toute l'existence ou source ou tous les autres mots qu'on est plus à l'aise avec. Chacun, en fait, peut trouver le mot qui désigne cette, entre guillemets, entité de plus palpable pour nous-mêmes, qu'on peut travailler ou vivre le plus facilement avec cela. Donc, cette âme, elle contient toutes les connaissances qui sont là. Cette âme, elle, parce qu'elle a toutes ces connaissances et elle souhaite pour nous, qui sont des êtres qui sont incarnés sur cette planète-là, nos âmes, avant notre incarnation, nos âmes ont décidé qu'ils ont très beaucoup de goût de passer un temps dans le monde 3D sur la planète bleue Terre. Afin que ça se passe, cette âme, parce qu'elle sait tout, elle savait où se trouve la Terre, elle savait où, pas seulement ça, elle savait aussi notre âme est pareille avec l'âme du Créateur, mais néanmoins, elle a des couleurs ou des formes ou des aspects individuels, on pourrait dire. Donc, elle est individuelle au même temps qu'elle fait un avec le Créateur. Ça, c'est un paradoxe. Ça va se dissoudre avec le temps tout seul sur le plan émotionnel, mes amis. Donc, à ce moment-là, parce que l'âme, c'est ça, le souhait de l'âme peut être très précis. Parce qu'elle savait, oh, j'aimerais expérimenter la vie sur la terre, pas n'importe comment. J'aimerais expérimenter ça précisément comme descendant des Mayas à Guatemala ou comme descendant des Germaniques en Allemagne ou descendants des Bretons en France, ou descendants des peuples védiques en Russie, ou en Chine, ou whatever. Donc, elle va trouver le bon endroit avec la bonne inertie caractéristique de l'inertie de la Terre qui peut produire un corps qui comblerait, qui est possible, qui
qui donne la possibilité de combler le souhait de notre âme. Donc, de cette façon, elle détermine notre race, elle détermine la couleur de notre peau, des yeux, les cheveux, si on est grand ou petit, si on est homme ou femme, et tout ça, c'est pas un hasard. On n'est pas né comme homme parce que, ou comme femme parce que c'était un hasard. Hein? C'était parce que si vous regardez ça, être un homme qui est né à ce moment-là dans cette province de l'Allemagne, avec cette taille, avec les yeux bleus et les cheveux blancs, et toutes ces petites caractéristiques, et ça donne déjà en partant un être hyper complexe qui a tellement de détails qui sont chaque détail en interaction avec tout le reste du monde. Voilà. Et ça nous indique déjà, nous sommes dès le début, parce que notre âme fait partie du tout, nous aussi, avec notre corps, faisons partie du tout. Ensuite, elle va regarder pas seulement ça, la race et l'endroit où on va être né, où on va se faire naître, mais elle va aussi déterminer la famille. Parce que pour aussi apprendre que des qualités spécifiques, ça prend une certaine famille. Par exemple, quelqu'un une âme qui est venue qui dit « Ah, j'aimerais vraiment explorer beaucoup le lien entre être seul et être avec quelqu'un, comme l'amour relationnel, comment c'est. » Alors, et j'ai beaucoup de courage, donc, et j'aimerais que ce soit dramatique un peu. Donc, elle va se choisir une famille où la mère meurt après la naissance. Le père s'occupe, mais il n'est pas équipé pour s'en occuper. Donc, c'est la grand-mère ou le grand-père qui aide. Et après, il y a un autre truc qui arrive et l'enfant s'en va dans une autre famille avec ses cousins et ses cousines. Et là, elle prend une place qui est pas tout à fait la même que les enfants avec leurs parents. Elle, c'est le cousin avec son oncle et sa tante, mais quand même, elle est dans une situation de famille, père, mère, enfant. Donc, ça donne exactement le drame que cette âme voulait. Donc, de cette façon, on n'a pas besoin de juger ça, parce qu'à l'extérieur, nous, on pense toujours de nous. Nous n'avons pas eu besoin, nous n'avons pas eu de toute façon, nous avons eu probablement une famille tout à fait normale, mais qui n'était pas si normale non plus, parce qu'elle va produire exactement ces points critiques que nous avons besoin pour que non-verbalement, notre âme peut nous mettre sur la piste sur laquelle nous sommes le plus capables de développer et élargir et expanser notre conscience. Wow, hein? Bon, alors là, on a déterminé pourquoi et comment l'âme décide aussi par rapport à les connaissances qu'elle a, à notre trait psychologique. Et ensuite, tout le monde connaît l'astrologie. L'astrologie, il y a une équivalence dans la médecine conventionnelle, c'est les phases de développement d'un enfant. Non, à 1 an, ça commence à marcher. À 1 an, autour d'1 an, ça commence aussi à parler. À 2 ans, ça dit toujours non et pourquoi. À 4 ans, ça dit encore plus non et ça dit peut-être un peu moins pourquoi. Alors, cette astrologie, elle dit les mêmes phases de développement, mais plus sur un plan, pas le plan matériel nécessairement, mais le plan de transition, c'est-à-dire le plan énergétique.
Là, ça va parler, vous allez expérimenter une telle situation d'abandon à tel âge et ça va avoir des répercussions chaque 18 ans quand vous faites le Saturn Return dans votre vie d'adulte. Et là, c'est comme des horloges qui nous disent. Et le même type d'horloge, mais beaucoup plus complexe encore, se trouve à l'intérieur de l'âme. Parce que c'est l'âme qui va envoyer les impulsions et aussi les outils nécessaires à franchir chaque étape d'évolution, soit-elle physique, c'est-à-dire de la transition de ramper à marcher. On pense toujours à un enfant, c'est seulement les adultes qui pensent ça, d'accord? Qui pensent qu'un enfant veut marcher parce qu'il voit les adultes marcher. Et il trouve à ramper, je sais déjà, mais moi j'aime ce que les adultes peuvent faire et je ne peux pas encore faire, donc je vais les imiter. Je ne crois plus à ça. Je crois plutôt que l'âme va donner à l'enfant comme une pré-pensée. Pré-pensée, c'est comme un sentiment de, oui, il peut voir les adultes marcher, mais il peut aussi, quand il rampe, tout à coup se trouver sur les genoux. Là, il est à mi-hauteur. Il peut aussi, pendant qu'il rampe, être assis. Il peut aussi essayer de prendre les barreaux de son lit ou les pieds d'une chaise et se tirer vers en haut. Et il peut expérimenter, oh, mes pieds peuvent ou mes jambes peuvent supporter un mouvement vertical. Il ne va pas le penser dans ce sens-là. Il va juste penser, wow, oh, wow, wow. Et ça, si on regarde ce wow-là, ça nous indique que cette pré-pensée qui vient de l'âme, elle donne le souhait qui n'est pas vraiment défini à l'enfant. Et au même temps, il met comme sur le seuil, il met les outils pour franchir cette étape vers la verticalité, par exemple. Hein? Et parler aussi, ça peut marcher ça peut aller dans le même sens. Et à ce moment-là, l'enfant, elle reçoit, son mental n'est pas rempli de croyances négatives encore. Donc, son mental et sa conscience est plus structurée que la nôtre. Donc, il ne va pas contredire la pré-pensée en provenance de l'âme. Elle va prendre ça et comme à elle. Et l'enfant, elle va dire, oh, c'est pas même une pensée qu'on peut, si on les met dans des mots, ça indique pas la bonne direction. C'est plus, mais je ne sais pas comment communiquer ça. C'est comme une envie de bouger différemment ou une envie d'explorer mouvement, pas nécessairement dans les 3 dimensions, admettons. Et là, on le fait simplement comme enfant. Et là, on trouve, wow, les outils sont déjà là en moi. Hein? Et quand on ne fait pas limiter ou casser l'enfant dans ces élans-là, l'enfant va naturellement continuer sur cette traque-là qui fonctionne hyper bien. Et elle va découvrir, elle va avoir de plus en plus de souhaits complètement flyés. Elle va se suivre et elle va trouver les outils pour se suivre et pour réaliser ça, pour matérialiser ça à sa disposition. Et ça va juste arrêter quand les adultes disent « oh, il peut marcher, il tombe. Tu ne peux pas, hein? Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas marcher. »
tu ne peux pas manger tout seul. Tu es un petit enfant, tu ne sais pas comment faire. Et pourquoi on rit comme ça, comme les adultes? Parce qu'on trouve que on est cassé nous-mêmes. Et parce qu'on est cassé nous-mêmes, on veut se faire croire qu'on est plus. Et là, on peut juste, on sait, par rapport à notre âme, on sait très bien, on n'est pas plus, on est moins que l'enfant. Et là, pour garder notre orgueil et notre ego, on va détruire l'enfant. C'est dur, mais malheureusement, ça semble être la vérité. Si vous voulez lire les détails sur ça, vous pouvez les trouver dans les livres d'Anastasia, surtout dans le dernier volume, c'est le 8.2. Ça s'appelle Les rites de l'amour. Ça explique comment on devrait être conçu, un enfant. Ça explique comment un couple devrait se former. Ça explique comment le mariage se fait, comment on fait, entre guillemets, un enfant. Et ça dit aussi comment donner naissance à un enfant et comment traiter un enfant sans le casser. Et quand vous lisez ça, vous allez passer une phase assez triste parce que vous allez ressentir beaucoup de compassion avec vous-même, que vous allez voir la différence, qu'est-ce que vous pourriez devenir ou être et comment vous êtes limité. Nous sommes limités. Mais heureusement, la Prussie n'est pas perdue. Heureusement, nous pouvons nous aider nous-mêmes avec les enseignements qu'on, heureusement, on reçoit avec tellement de gratitude aujourd'hui. Jamais auparavant, on avait une densité d'enseignements dans le bon sens comme aujourd'hui. Je vais en parler plus un peu plus tard. Donc, je vais vous dire une autre phase quand les enfants sont entre 2 et 4 ans. Ils vont demander beaucoup pourquoi. Le pourquoi, c'est, si vous imaginez, qu'est-ce que signifie la question pourquoi? La question pourquoi, c'est une question d'un être qui n'est plus satisfait avec le niveau de voir les choses telles quelles. L'enfant, jusqu'à 2 ans ou 4 ans, il a déjà vu plein de saisons. Elle sait la pluie, elle sait que la pluie, quand il fait très froid, se change en tout à coup, il pleut plus, il neige, et il attend, et après, il, il recommence à pleuvoir, il n'y a plus de neige. Et ces choses-là ne semblent pas alterner par hasard. Et là, elle peut avoir cette idée de demander, elle se demande pourquoi la pluie tombe en flocons en hiver? Ou pourquoi je suis tout mouillé quand je joue sous la pluie dehors? Et là, ça dépend beaucoup de notre réponse. Notre réponse, alors, là, je vous écris comment ça fonctionne. Notre réponse, quand l'enfant dit, papa, pourquoi la pluie tombe en flocons de neige maintenant? Si notre réponse est demande ta maman, ou si notre réponse est beaucoup plus honnête, je crois que c'est parce qu'il fait froid et quand il fait froid, l'eau gèle dans les nuages, donc les gouttes tombent en glace. Mais là, le petit enfant dit, mais ce n'est pas des glaçons qui tombent, c'est des flocons. Les flocons sont plus petits et les flocons sont... J'ai vu ça à la fenêtre, ils n'ont pas l'air des glaçons du tout.
Oh, je sais pas, moi, je sais pas. Mon enfant, je sais pas. Laisse-moi tranquille. Ça, la dernière partie, laisse-moi tranquille, c'est ça casse les enfants. Si on reste avec je ne sais pas, et si aujourd'hui, avec professeur Google, on a quand même la capacité de regarder en un rien de temps, peut-être ça va nous prendre 7 minutes de regarder sur Internet pourquoi les flocons et pourquoi ça arrive en cristaux si belle formés, on va le trouver. Et là, on peut répandre. Et là, on peut encourager. Mais là, on fait encore une faute parce qu'il ne s'agit pas de dire à l'enfant de lui donner la réponse. Il s'agit de lui donner la piste ou une adresse où l'enfant peut trouver la réponse elle-même. Finalement, avec Google ou pas Google, le réservoir final de toutes les connaissances, c'est l'âme. Donc, il faut encourager l'enfant, il ne faut pas. On veut beaucoup encourager, avoir la patience d'encourager les enfants de trouver la réponse. Et nos questions, on peut comme collaborer avec l'enfant. Qu'est-ce que tu penses, comment on peut trouver cette réponse-là? Qu'est-ce que tu penses? Hein? Tu imagines un nuage et un nuage, c'est comme la vapeur. Comme il y a des toutes petites gouttelettes d'eau qui sont tellement petites, qui sont très légers. Comme ça reste dans le nuage suspendu. Et à un moment donné, comment tu penses que qu'est-ce qui pourrait arriver que les gouttes tombent? Et là, vous pouvez être euh, étonné de la réponse de l'enfant, parce que l'enfant peut répondre soit comme M. Kesh, soit comme Grigory Grabovoy. Grigory Grabovoy, il pourrait répondre oh, les gouttelettes sur le plan informationnel, ils vont être pleins d'amour et ils vont sentir en bas quelques plans qui ont tellement aussi beaucoup d'amour qu'ils s'attirent frénétiquement tous les deux. Et cette gouttelette, elle ne peut plus attendre. Elle ne peut plus se retenir. Elle saute comme d'un trampolin vers le bas et elles se sont guidées, elles se sont attirées et elles de plus se voile le plus fort et l'attraction jusqu'à elles tombent sclouch juste par-dessus de cette plante qui dit ah, ma gouttelette est arrivée. Et qui dit que ce n'est pas une explication qui est plus vraie qu'une explication rationnelle. Hein? Voilà. De tous les cas, l'enfant, quand elle a le désir d'explorer, qui est subverbal, hein, comme sur le niveau des pré-mots, des pré-pensées, il a quand même un sentiment de connaissance parce qu'elle veut explorer ça et elle trouve tout à coup des outils pour ça, comme s'il savait. Tandis qu'une réponse d'un adulte placé, laisse-moi tranquille avec ton toujours pourquoi. Ça, il va ressentir ça, c'est pas la bonne voie. Ça ne m'amène pas vers mon âme. Donc, l'enfant a aussi un sentiment pour évaluer la validité de nos réponses. Et ça aussi, c'est un aspect, me semble, du sentiment de connaissance. Oui, cette image que j'ai mise, ça c'est la grande coalition contre les enfants.
c'est les parents liés avec les profs. Tous les deux ne pensent pas qu'un enfant, c'est très proche au Créateur et peut nous aider à nous rapprocher au Créateur. Et c'est ça la raison pourquoi nous avons fait un enfant. Très égoïstiquement. Non, ils ne vont pas dire ça. Ils vont dire un enfant, c'est incomplète, ça ne peut pas faire des choses, ça ne connaît rien. Et nous, justement, heureusement, nous sommes là pour enseigner, pour inculquer à cet enfant ce qui lui manque. Et à la rigueur, vous sentez le parallèle avec les gouvernements aujourd'hui. La mode maintenant dans les gouvernements est de donner des ordres, même dans les magasins. Le citoyen reçoit des ordres sans aucune explication. Ça nous montre très bien le miroir, qu'est-ce que nous faisons ou qu'est-ce que nous avons fait pour mes 8000 ans, 8000 dernières années, qui résulte dans cette coalition fatale entre les parents et les profs. Et je insiste de dire qu'il ne faut pas oublier que ni les parents ni les profs ont mauvaise intention. Ils ont les meilleures intentions qu'ils peuvent faire. Mais il manque, la seule chose qui leur manque, c'est leur conscience est complètement vieillot. Ça grince dans leur tête. Ils ont besoin beaucoup de mise à jour de leur conscience, qu'ils peuvent comprendre et ils peuvent rattraper les connaissances qui manquent à eux. Donc, eux, c'est un autre aspect du sentiment de la connaissance. Je peux aussi sentir qu'il me manque des connaissances. Voilà. Ensuite, si on revient à la chose que quelle conscience ou quelle forme peut traiter le plus d'informations, de connaissances. On a une pensée rationnelle et le mental aussi une capacité d'intuition. J'ai trouvé une jolie image là, avec un cerveau et un cœur dans la tête. Les deux ne sont pas pareils, les deux ne fonctionnent pas pareil. La pensée rationnelle, elle est plutôt logée dans le cerveau, dans le mental, sans avoir nécessairement des liens physiques, je dirais presque, avec le cœur et les émotions et l'âme, tandis que l'intuition a ça. L'intuition va utiliser plus, comme vous voyez sur l'image en bas, les images et les émotions pour traiter et véhiculer les informations. Elle peut traiter beaucoup d'informations et elle va dire « fais ça comme ça » sans expliquer pourquoi il faut faire ça comme ça et toutes ces choses-là. L'intuition ou l'intuition humaine, elle est faite de cette façon, elle donne le résultat parce que c'est ça ce qui est important. Tandis que, et là vous voyez comme cet équerre de connaissances, ça traite beaucoup, beaucoup d'informations. Et quand on va vers la gauche, où est le mental rationnel et la communication rationnelle, c'est très, très peu. Et de plus qu'on va vers ça, le moins d'informations est traitée. Pourquoi c'est important? Vous vous rappelez de la formule de l'énergie de notre mental ou de l'efficacité de notre mental ou conscience et le produit, le volume fois vitesse de traitement des informations. C'est-à-dire, le plus d'informations qu'on a, le plus il faut être capable ou être ouvert de traiter cette information au-delà
de la pensée rationnelle. Et ça s'applique de toute évidence aux enseignements de M. Kesh, de Grégory et de toute autre école qui œuvre pour la transition. Donc, c'est important de développer cette notion ou ce sentiment de connaissance et aussi notre capacité de traiter les connaissances. So, quand on voit, quand on peut, le plus qu'on fait ça, le plus notre capacité de notre conscience et de notre mental va augmenter pour traiter des informations. De plus ça va, le plus on va dire notre mental est structuré. Le plus notre mental est structuré, le plus nous allons être capables de matérialiser ce qu'on voudrait ou de normaliser les situations qui ne sont pas à notre norme. Le plus on est proche de notre âme et de l'âme du Créateur aussi. Tout ça, c'est des synonymes. Donc, le moment où on a beaucoup plus accès aux connaissances de notre âme, parce qu'on est plus proche de notre âme, à ce moment-là, ça nous donne comme une kermesse du mental. Là, on va découvrir, waouh, je peux le matin, au lieu de juste me laver la figure, je peux regarder dans le miroir, je peux changer un œil bleu, un autre vert. J'aimerais pas ces rides-là, mais j'aimerais les rides ici. La couleur de mon teint, un peu plus doré. Les cheveux, aujourd'hui, ça va être noir. En plus, j'aimerais porter des lunettes. J'aimerais être une fille et j'aimerais avoir une longueur de corps de 1,90 m. Ça, on peut faire. Donc, on va s'épanouir dans ce nouveau jeu. On va comme jubiler d'exprimer toutes sortes de choses. Jusqu'à la fin, on va trouver que on va se tanner un peu parce qu'on va s'habituer. Ah oui, je peux changer, mais pourquoi? Et là, on va se rappeler, ou on va faire juste une pensée. Admettre, mais je suis né comme ce que j'avais l'air dans le miroir avant. Tous les changements que j'ai faits tous les jours là, il y a 3 semaines. Ça, c'est mon âme qui a décidé cette forme-là. Pourquoi? Parce elle savait que la totalité de ma forme actuelle, c'est le meilleur amalgame pour servir la totalité. C'est pour ça qu'on est ici. Nous sommes ici pour servir. Je peux servir avec le mieux servir et au même temps de trouver le plus de plaisir et au même temps d'augmenter le plus grand plaisir de toutes les expériences pour tout le monde avec le corps que j'avais déjà au départ parce qu'il est fait sur mesure de mon propos. Donc, à ce moment-là, on va trouver que quand on regarde dans le miroir, mais c'est le plus beau. Je ne peux pas trouver plus beau que ça. Voilà. Et là, on va probablement arrêter de changer, sauf si on a aidé quelqu'un d'autre qui est, par exemple, un noir du Congo et qui, dans sa socialisation, nous le saurions tout de suite par notre âme, a une grande résistance d'accepter des conseils d'une autre race. Donc, on doit avoir la même forme, physiognomie que les gens, les Bushmen dans le Congo. Donc, on va, pour mieux aider cette personne-là, on va adopter la forme
d'un bushman du Congo. Il n'y a rien là. C'est comme un uniforme d'un policier ou c'est comme un acteur qui se déguise sur scène ou pour un film. Pourquoi? Parce que de cette façon, il peut le plus efficacement transmettre son rôle, qui est d'apprendre au public une certaine leçon qui est le contenu de tout le film. Voilà. À la fin, j'ai trouvé quelqu'un a photoshopé Donald Trump. Il l'a fait avec une coiffure plus foncée et straight et sans coiffure. Et c'est pas pire. Hein? En fait, je trouve ça lui va mieux que ce qu'il porte actuellement, mais ça, c'est mon mental non structuré qui dit ça. OK, maintenant, j'ai dit que l'âme, elle est le réservoir de toutes les connaissances. Mais il ne faut pas penser, parce que je dis réservoir, tous les réservoirs qu'on connaît, nous, sont limités. Sauf ce réservoir-là n'est pas limité. Pourquoi? Parce que les connaissances ne sont pas limitées et nous ne sommes pas limités non plus, et le Créateur non plus. Pourquoi c'est comme ça? On va le comprendre si on regarde un peu en détail la multiplication des connaissances. Déjà qu'on appelle cette diffusion de connaissances, multiplication, ça veut déjà indiquer dans cette direction que le volume de connaissances augmente avec la multiplication, de toute évidence. Pour ça, on appelle multiplication et ne pas partage. Hein? Parce que si je partage, admettons, j'ai 10 pommes, je partage ça par 20 personnes, chacun a une demi-pomme. Mais ça reste, le volume de pommes, c'est 10 pommes. Voilà. Si je multiplie les 10 pommes par 2, j'ai 20 pommes. Donc, je peux nourrir 40 personnes si je divise après, mais j'ai augmenté mon volume initial. Ça, c'est une chose à retenir. Donc, Monsieur Cash, que vous voyez là, il reçoit les informations du Créateur, de l'âme du Créateur. Et ces informations, c'est d'une façon que le Créateur parle, utilise la bouche de M. Cash pour parler, mais d'une autre façon où, au même temps, M. Cash, il va ajouter son grain de sel, il va ajouter sa couleur, il va ajouter il va changer un peu les formes ici et là pour que ça trouve vraiment dans son sens, là, c'est totalement bon. Donc, la flèche qui sort de M. Kesh, elle est déjà plus grande que la flèche qui entre dans M. Kesh. Et là, elle rentre dans Aviram. Aviram, très content. Aviram fait exactement la même chose. Alors, la flèche devient encore plus grand parce que c'est les couleurs d'Aviram qui s'ajoutent. Et Aviram, c'est comme Liliana. Je n'ai pas de photo de Liliana. Je voulais mettre Liliana et je vais mettre aussi Jean-Sébastien. Il est parti. Il était là. Cette logiciel me vole des images. Alors là, vous êtes là. Je n'ai pas trouvé de photo de Liliane. J'ai pris une Liliane à quelqu'un que je trouvais belle et que j'imagine Liliana Lopez, elle a l'air de ça. Donc, eux, ils vont absorber, chacun de vous absorbe de ça et de M. Kesh et du créateur. Ce n'est pas juste une séquence. Non, c'est interrelié, c'est hyper complexe. Et la flèche qui sort de Joël à ce moment-là ou de vous, elle est encore plus grande. Donc, ça fait, avec chaque multiplication de connaissances,
même si vous ne la donnez pas exprès à quelqu'un d'autre, même si vous, juste l'effort de l'intégrer dans votre vie change votre positionnement, qui force un repositionnement de toutes les autres autour de vous. Et ça augmente la chose aussi. Ouf, hein? C'est ça. Ensuite, M. Kesh a dit par rapport à cela dans le Knowledge Seeker Workshop la semaine passée, lorsque nous acquérons des connaissances, nous partageons pour élever les autres. Parce pourquoi on multiplie les connaissances? Parce qu'on est tellement content d'avoir compris un truc qu'on aimerait beaucoup que beaucoup d'autres comprennent le même truc pour être aussi heureux. Et ça c'est élever les âmes. Et lorsque nous apprenons, peu importe quelle source scientifique ou dans quel domaine de connaissance ou de compréhension, merci pour ce ajout-là. Alors, nous sommes devenus le véritable chercheur de connaissances, knowledge seeker. Dans ce contexte, le rôle de la Fondation Kesh est de rapprocher l'humanité de cette vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Les connaissances sont libres. On ne peut pas charger pour les connaissances. C'est comme, en fait, ce que nous tous sommes en train d'apprendre, on va l'apprendre plus l'année prochaine, je crois, que c'est aussi impossible de vendre la terre. Vendre un terrain, c'est comme vendre quelques cellules ou un organe de votre mère. Ça n'a pas de bon sens et c'est insultant. C'est ça, c'est insultant. Donc, les connaissances sont libres et les connaissances sont dynamiques. Ils ne sont pas dynamiques, ils veulent aller d'un à l'autre, mais ils veulent grandir. Ils sont comme des enfants. Ils sont nés et au début, ils ont une telle taille. Et après, ils veulent comme multiplier leur taille par 20 dans une lancée. Et j'ai écouté aussi le One Nation, One World mardi passé. Et là, une grande partie de cette émission était occupée par le groupe de Knowledge Seekers du Vietnam. Ils ont parlé beaucoup pour la paix et ce qu'ils ont fait, ce que je trouvais bon courage et c'était bien. Pour moi, j'ai bien reçu ça. Les autres, je crois aussi, qu'ils ont mis dans leur présentation toutes les écoles de pensée spirituelle qu'ils fréquentent et de quoi ils profitent. Donc ça, ils ont ajouté ça, ils ont même dit ils ont pris des citations de personnes, américains, anglais, des noirs, des blancs, des whatever, pour illustrer ce qu'ils veulent dire. Que c'est la même chose que je fais ici. Et je trouve que c'est une bonne chose à faire parce que, comme M. Kirsch dit, peu importe de quelle source. Il n'y a pas une source qui est la bonne source. Comme les bouddhistes disent, ils ont comme une règle pour les étudiants qui dit ne pas juger l'enseignement par l'enseignant. Don't judge the teaching by the teacher. Don't judge the book by its cover. Ça, c'est en anglais, on dit un proverbe. Ne pas juger le livre par sa couverture. Hein? Parce que c'est le contenu qui est important, pas la façon. La façon, elle est tellement multiple. Pourquoi? Parce que chacun qui l'énonce a sa propre couleur et nous avons des structures très particulières. Nous pouvons plus facilement absorber un enseignement de cette personne
et plus difficilement de cette personne. Et c'est important que nous respectons ça aussi longtemps que c'est là. Pourquoi? Parce qu'on se sauve beaucoup de temps. Ça ne sert à rien que vous vous forcez d'écouter un Aviram si Aviram parle avec une imagerie et une façon de multiplier ses connaissances qui ne vous convient pas du tout. Vous perdez votre temps. Si par contre, là je construis, si Franck, admettons Franck a un mental différent et l'enseignement de Franck, ah, ça je comprends tout de suite. Voilà, ça veut dire, c'est ce type d'enseignement et de façon d'enseigner, ce type de contenant qui vous convient jusqu'au moment où vous êtes assez approché à votre âme que le contenant n'importe plus. Mais aussitôt que c'est là, c'est une bonne idée de respecter ça. Ensuite, maintenant, on va parler on a parlé du sentiment de la connaissance et il y a un autre aspect de la connaissance parce que les connaissances ne sont pas là juste parce qu'ils sont là. Ils ne sont pas là comme une fleur. Une fleur, elle est là parce qu'elle est là. Parce qu'elle est belle, parce qu'il n'y a pas vraiment un but à une fleur. Mais les connaissances, quand même, à part qu'ils ils nous émerveillent quand ils tombent bien et qu'on peut les absorber bien, ils nous émerveillent. Mais de l'autre côté, ils ont un grand côté important d'être utilisés. Et ça, c'est beaucoup l'emphase qui met M. Kirsch. Donc, on se rappelle comment ça fonctionne. Il y a des centres de l'unicos, l'âme du Créateur, arrivent des paquets d'énergie ou le plasma fondamental qui arrive et notre attention décide quel paquet est choisi. Il y a comme sur l'image, nous avons 4 possibilités de matérialisation. Notre attention, c'est l'œil, elle a choisi la 3e. Donc, elle est chargée avec notre attention un peu plus que les autres et la loi de l'attraction va la matérialiser. Et elle ne va pas matérialiser les 3 autres parce que notre attention n'est pas ajoutée. Donc, ça fait que que cette loi de l'attraction est comme aveugle. Ça va matérialiser où est notre attention. Si notre attention n'est pas structurée, c'est-à-dire elle est comme un singe, elle saute à un, à l'autre tout le temps, la matérialisation n'est pas stable, elle est elle n'est pas stable, ça c'est très important. Donc pour ça, il n'y a pas de choses qui restent éternellement. Que pour ça que pour nous, c'est difficile un peu de percevoir l'éternité dans les choses. Et peut-être c'est ça la raison pourquoi les arbres perdent des feuilles ici. Parce que notre attention n'est pas assez structurée. Ils perdent les feuilles parce que nous ne sommes pas capables de soutenir cette stabilité-là. C'est juste une idée qui me vient comme ça maintenant à explorer. Donc, Isaac, vous savez aussi que la réalité se recompose 17 fois par seconde. 17 fois par seconde, ça représente, si on traduit ça en hertz, ça veut dire 17 battements ou pulsations par seconde. Ça fait 17 hertz. Et j'ai regardé sur Internet juste comme ça.
s'il y a quelque chose de 17 Hertz, effectivement, il y a des gens qui guérissent les gens avec des fréquences hyposonores, je crois. C'est des fréquences parce que normalement, notre oreille fonctionne à partir de 20 Hertz. Et donc, en bas de 20 Hertz, comme 17 Hertz, on n'entend pas. Hein? C'est ça, on n'entend pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne le capte pas. Et ces thérapeutes-là ont développé des générateurs de son qui font un son de 17 Hertz qui est employé pour traiter les gens qui ont des problèmes d'anxiété, de peur et d'insécurité. N'est-ce pas drôle? Parce que c'est la fréquence de renouvellement du monde sur notre planète Terre. Tout sur notre planète Terre nous inclut, on est comme notre écran réel est rafraîchi 17 fois par seconde. Et si on n'est pas en accord avec ça, on ne coule pas avec ça, on développe incertitude, peur et tout ça. Donc, on comprend pourquoi un peu, on a peut-être, c'est une des compréhensions pourquoi le 17 Hertz est employé dans ce sens-là. Ensuite, on pourrait dire, pour nous amener à expliquer comment on peut utiliser les connaissances pour contrôler notre réalité, parce que c'est ça ce qu'on veut. Quand M. Kesh parle du voyagement par l'âme, quand il parle de matérialisation de tout ce qu'on veut, de notre santé, de notre whatever, de vivre comme dans le film de La Belle Verte, c'est le contrôle de notre réalité. Donc, on regarde notre monde, il est à la fois simple et complexe. Il est simple parce que même un tout petit enfant peut vivre dans ce monde hyper complexe simplement avec succès, tout de suite. Pas besoin d'apprendre. Il est complexe comme ça. Ça, c'est une structure fractale très complexe, vue de loin. Si on se rapproche trop proche, on voit juste des pixels. On ne peut plus discerner aucune forme, tellement c'est hyper complexe. Et il y a une autre simplicité, c'est l'intervention. Le contrôle de réalité est aussi simple que vivre la réalité. Et ça nous dit que la complexité est hyper complexe et difficile à saisir seulement pour un organe de nous. Oui, effectivement, le mental rationnel. Le mental rationnel, c'est cet organe auquel c'est trop demandé de comprendre la complexité du moment présent sur notre Terre. Impossible. Et là, j'ai juste dit moment présent. Je n'ai même pas inclus les deux autres aspects du temps. Et pourquoi le contrôle de réalité est aussi simple que vivre dans la réalité, ça indique un peu que le contrôle de réalité n'est pas dissocié ou dissociable de vivre dans la réalité. Quand il y a comme des professeurs, hein, comme un archétype de professeur qui ne peut, qui a un bas blanc, un bas jaune, son veston est boutonné à travers, il n'a pas brossé ses cheveux parce qu'il est tellement et seulement dans le monde rationnel de son cerveau mental qu'il a de la misère
à vivre simplement. Ça, on connaît. Alors, ça veut dire, si le plus qu'on est capable de quitter le mental rationnel, où les croyances sont là aussi, le plus on va être capable d'expanser notre conscience, de vivre simplement dans cette vie magnifique et de cette façon avoir plus accès à contrôler le monde. On peut aller plus dans le détail. Contrôle de la réalité, qu'est-ce qu'on veut dire quand on utilise ce mot-là? On veut dire faire évoluer tout événement dans une direction constructive. Contrôle de la réalité ne veut pas dire je veux plier la réalité, ce qui arrive seulement ce que je veux. C'est pas ça. C'est faire évoluer le tout. Tous les événements et tous les éléments dans une direction constructive. C'est notre collaboration est requise pour que ça se passe. Donc, à la fin, quand on est proche vers la fin, quand on se rapproche à son âme, c'est comme si tout l'univers et nous inclus sont dans une sphère, comme vous voyez sur l'image, dans une bulle. Et à l'intérieur de la bulle, nous pouvons, avec juste notre doigt, pointer notre doigt, changer la réalité, elle changera sur le plan matériel. Et dans ce contexte, il y a une loi fondamentale qui est très difficile à comprendre pour les matérialistes. Ce principe fondamental, cette loi est que devant notre conscience, l'information qui vient par nos yeux qui voient un armoire devant notre nez, exactement la même valeur de réalité qu'une image que je me fais d'un armoire ou d'autre chose à l'intérieur de moi. Ça s'équivaut absolument. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre imagination et perception, entre guillemets, perception de la réalité par les yeux physiques. Donc, ça veut dire de se concentrer sur notre imagination qui contient ce qu'on veut, n'est pas un déni de la réalité, c'est parallèle. Vous pouvez utiliser l'un comme l'autre. Vous n'avez pas besoin de vous appauvrir en permettant seulement un, les images apportées par l'œil charnel ou acide aminé. Dans notre histoire des derniers 8000 ans, on avait le pouvoir, une croyance. On avait beaucoup de croyances, on a encore beaucoup de croyances limitantes, surtout de notre capacité. On croyait, nous, les humains, que notre capacité d'influer sur notre monde est restreinte seulement sur le plan matériel. Et effectivement, sur le plan matériel, nous n'avons pas beaucoup de pouvoir. Donc, notre contrôle de la réalité dans le passé est inefficace et instable. Non? Je peux, comme médecin, je peux vous guérir votre malaise, madame, mais ça ne veut pas dire que demain, ça ne revient pas. Je ne suis pas Dieu, bien que. Alors, ça veut dire, la cause de cette croyance limitante,
c'est pas que on ne peut pas, parce que l'être humain soit imparfait ou démuni ou mal fait ou quelque chose. Non, c'est juste qu'on ne savait pas, on ne connaissait pas l'utilisation des connaissances, pour vrai dire. Et ça, c'est là, le cercle se ferme. Ça, c'est souvent parce que on disait non, l'imagination, c'est rêverie, c'est déni, ça n'a rien à faire avec la réalité. La réalité, c'est juste que ce que vous voyez avec les yeux acides aminés. Et c'est tellement incrusté en nous que même M. Kesh, avec les knowledge seekers les plus ardents, il retombe, on retombe fréquemment dans le même trou de Gans, Magraph, quelle bobine, quel matériel, quelle forme de Gans, bla, 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 la trappe matérielle. Donc, comment contrôler cette réalité? Et là, une aide est venue par cette femme très épanouissante qui s'appelle Hélène Laporte, qui est une enseignante de Grigory Grabovoy. Elle dit, c'est très simple, ou Grigory Grabovoy aussi, c'est très simple de commencer à apprendre, de contrôler, d'utiliser notre capacité de contrôle de la réalité. Et la dernière fois, vous vous rappelez, on a fait ensemble la relaxation éveillée qui avait les 3 points très importants. Un, de nous centrer en faisant ce qui est juste et bon pour nous relaxer. Donc, centrer et relaxer s'équivaut. Vous savez, on peut prendre des bonnes décisions seulement quand on est vraiment centré. On est vraiment centré quand on fait ce qui est juste et bon pour se détendre. Deuxième chose, nous percevons tout notre corps dans une seule impulsion. C'est-à-dire, chaque partie de notre corps est dans notre perception simultanément. Et de plus qu'on fait ça dans la journée, c'est très simple, mais c'est hyper puissant. Le plus qu'on fait ça dans la journée, le plus le mental va se structuriser et aimer ça. Le plus qu'on le fait, le plus on va l'aimer. Ensuite, équilibrez votre état émotionnel et énergétique avec votre intention. Ça veut dire, on va regarder notre état émotionnel juste avec notre sens d'observation non jugementale. Et notre émotion, si elle n'est pas équilibrée, va s'équilibrer tout seul. Nous n'avons pas besoin d'intervenir activement. Très important. Quand on fait cette relaxation éveillée, on augmente de beaucoup notre vitesse de pensée. On augmente beaucoup la structuration de notre conscience. Et cette énergie spirituelle ou lumineuse qui est créée à travers cette relaxation qui est tellement plaisante, on la laisse diffuser sur notre projet de matérialisation ou de normalisation d'un événement qui n'est pas à notre norme. Comment ça fonctionne? Je l'ai déjà expliqué, je vous répète. On charge un projet de lumière. Ça peut être un projet de normalisation, ça peut être un projet de matérialisation. Cela, quand je fais ça, quand je charge le projet de lumière, c'est-à-dire je me mets dans cet état de relaxation éveillée, je change mon positionnement.
quand vous l'avez fait la dernière fois avec moi, vous avez certainement senti vous êtes plus élevé, plus haut qu'avant. Et ça, c'est ça, le changement de position. Vous savez, comme scientifique plasmatique, que chaque changement de positionnement d'un élément force tous les éléments à se repositionner. Donc, change le tout. Cela change, quand on change le positionnement, on ne peut pas garder le même point de vue. C'est-à-dire, on a un autre point de vue. Carl Gustav Jung a dit, vous ne pouvez pas résoudre aucun problème sur le niveau sur lequel il est produit. Vous devez toujours vous élever au moins un étage plus haut. C'est ça, autre point de vue vous permet de changer ce qui n'est pas à votre norme. Changement de perception. Quand votre perception change, effectivement, la réalité change parce que vous ne voyez plus la même chose. Ça, c'est la cadence de contrôle de la réalité. C'est 5 points très simples. Je change un projet de lumière. Ça présuppose que je change de mon positionnement vers la relaxation éveillée. Je suis centré et clair. Ensuite, mon point de vue change, qui change ma perception, qui change la réalité. Et le tout est joué. Il faut juste le faire tout le temps. Donc, si quelqu'un vous raconte quelque chose de désagréable, vous faites ça. Vous faites ce qui est juste et bon pour vous détendre, vous changez le point de vue, vous envoyez une impulsion de normalisation à cette situation-là pour la rendre comme vous la voulez. Qu'elle se rend de cette façon-là. Nous n'avons pas besoin de le faire, nous avons juste à le souhaiter. Donc, ça nous dit que notre mental, le diamant, qui est lié avec notre cœur, ça c'est important et magnifique. Et avec notre attention, ça veut dire il est structuré maintenant, notre conscience et notre mental. C'est un diamant qui n'a pas de faille, qui n'a pas de voile et qui n'est pas de saleté à l'extérieur, qui fonctionne, qui va laisser passer la lumière du Créateur sans enlever un iota. Et par cette attention-là, on change ce qui n'est pas à la norme ou pas défini, comme le petit icône de personne à gauche, dans une vraie personne vivante, réelle. Alors, de cette façon, si on regarde ça bien, qu'est-ce qu'on fait? Nous changeons rien sur le plan matériel. Nous n'intervenons pas sur le plan matériel. C'est hyper important. Nous travaillons entièrement sur le plan énergétique et le plan fondamental, parce que c'est là où est notre force. Ici, le plan énergétique est plus fort que le plan matériel. Ça veut dire nous ne faisons rien d'autre à synchroniser de mettre à jour notre plan énergétique à l'intérieur de nous. Ça va faire synchroniser le plan matériel à l'extérieur tout seul. Ça veut dire, en autrement, notre travail est de synchroniser de laisser la réalité se synchroniser à nos pensées. Et ça requiert que nos pensées sont structurées, comme on a dit avant. Le plus qu'on apprend ça, le plus qu'on creuse un peu plus profondément, le plus on comprend la chose. Et le plus content on est, oui. Donc, nous faisons partie
de toute cette complexité d'interrelation comme fractale, comme j'ai montré là, et tous les événements qu'on veut matérialiser ou changer aussi. Mais aussi, nous faisons partie de l'humanité. Donc, dans tout ça, quand nous changeons par rapport à notre conscience, ça change l'événement, ça nous change nous-mêmes et ça change toute l'humanité parce que nous sommes l'humanité. Quand à l'intérieur de nous, un organe change de niveau énergétique, on ne peut pas imaginer que le corps peut rester comme ça. Tout va se rajuster pour trouver un nouveau point d'équilibre et un système physique qui fonctionne. Même chose avec l'humanité. L'humanité est en transition parce que nous nous réveillons, parce que nous découvrons comment on peut contrôler notre réalité. Et la capacité de à 100% contrôler notre réalité, c'est le moment où finalement nous pouvons prendre la place à côté du Créateur pour co-créer splendidement tous les univers. Alors là, on peut dire que, parce que nous vivons dans du temps linéaire, admettons, ici sur la planète encore, il y a les saisons qui suivent, et il y a les directions du gouvernement qui suivent, les aéroports s'ouvrent et ferment et tout ça. S'il y a un certain nombre de personnes qui s'occupent de structurer leur conscience. Et c'est toutes les gens, ils n'ont pas besoin d'utiliser les mêmes vocables que nous, soit les vocables de la Fondation Kirsch ou les vocables de l'école de Grigori ou les vocables de Eckhart Tolle, les vocables de Osho, Bouddha, Jesus, whoever. C'est pas ça important. Tout le monde qui travaille vers ou dans la transition, à un moment donné, toute l'humanité va atteindre un point de basculement. Et si vous vous rappelez bien, ce point de basculement arrive quand? Et le 21 mars 2021. C'est encore 118 jours, c'est ça? Vous pouvez regarder le countdown sur Plasma Laurentide. À ce moment-là, le mental va changer parce que la conscience va changer d'un singe incontrôlable à un serviteur parfait qui peut encore être un peu caractère de singe drôle. Je crois que ça va être ça. Alors, il ne va pas abandonner ou renoncer complètement à sa singeté, pour ne pas dire sainteté. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, il y a un mot que je me rappelais quand je fais ce PowerPoint, le mot sacrifice. On pourrait dire, dans le sens conventionnel, un sacrifice, j'ai regardé sur Wikipédia, ça veut dire renoncer à ce qu'on veut pour quelqu'un d'autre ou pour un idéal. Ça nous fait vomir d'écouter ça. Ça nous fait monter la rage. Non, c'est pas si grave, mais c'est ridiculement faux. Parce que si on est un peu éduqué et on comprend un peu le latin, ou on peut demander à quelqu'un qui connaît le latin, comme professeur Google, il va nous dire que le mot sacrifice, ça vient du latin, ça veut dire sacrum, ça veut dire divin, holy, divin, saint. Facere, ça veut dire faire, rendre. Alors, sacrifice, ça dit absolument rien du tout d'abandonner, surtout pas soi-même. Ça dit tout sur se rendre divin.
Ça, c'est une bonne nouvelle, hein? Et c'est ça ce qu'on va faire avec le singe. Donc, le point de basculement va sacrifier le singe dans le bon sens. Le singe va être euh, sanctifié ou divinié en serviteur parfait de notre âme. Au même temps, maintenant, on a l'air que les conditions matérielles déterminent la personnalité. Parce que je suis né dans cette famille, parce que je suis né dans un pays industrialisé, j'ai beaucoup d'argent, parce que je suis né d'une famille qui appréciait l'éducation, j'ai de l'éducation, j'ai passé par l'université et ainsi de suite. On a cette impression. Mais quand le mental est devenu le serviteur parfait de l'âme et l'âme est le réservoir des connaissances infinies, ça va basculer dans l'envers. Tout à coup, c'est nous, notre âme, notre mental qui va déterminer la réalité matérielle. Et ça, c'est exactement ce qui vit le Créateur. Et c'est exactement ce que nous allons vivre tantôt. Tantôt, c'est quand? 120 jours. Et dans tout ce système-là, et ça, je trouve, c'est une preuve de système. Et c'est aussi un point magnifique du système parce que vous voyez sur cette image un pont et un roi. Et le pont regarde dans le miroir, il se trouve roi. Il n'y a pas de roi. C'est juste qu'il croit qu'il est un roi. Et il a le droit, par ça, de octroyer quoi qu'il veut sur les autres humains. Bon. Le système ne permet, ce système que je viens d'expliquer de connaissance et de l'âme et du créateur ne permet pas ça. En réalité, un roi, un directeur, quelqu'un supérieur, un être supérieur à un autre être est en réalité impossible. Et je trouve c'est mieux de dire c'est mieux de dire un roi, un directeur, quelqu'un qui se trouve supérieur, c'est une impossibilité que de dire on finit avec les rois et les directeurs et l'abus de pouvoir. Parce que si on dit la deuxième chose, ça lui accorde une réalité qui ne l'a pas. La seule réalité que l'abus de pouvoir a est que celui qui l'abuse le pouvoir, il y croit et il trouve assez de connards qui croient aussi et qui se plient devant lui. C'est la seule raison, c'est le seul, entre guillemets, degré de réalité. Il n'y a pas de réalité à ça. C'est formidable. Et pour moi, c'est une preuve d'un système parce que c'est un système qui est cohérent de tous les côtés. Donc, la question, est-ce qu'on peut abuser l'unité universelle? Est-ce qu'on peut abuser ces connaissances-là pour faire du tort aux humains? Non. Tu ne peux pas élever ton âme proche ou tu ne peux pas rapprocher ton mental à ton âme avec des intérêts personnels d'abus de pouvoir. Impossible. Parce que ce mouvement, déjà la pensée à je suis particulier te éloigne de l'âme et du créateur et du principe universel et de tout pouvoir. Le seul pouvoir que tu peux avoir à ce moment-là, c'est le pouvoir que tu imagines, que tu te auto-hypnoses. Et là, on peut avoir pitié avec tous les dirigeants qui souffrent de cette défaillance psychologique. Pauvres mecs. Et c'est surtout des mecs. Il y a peu de femmes, heureusement. OK, un autre petit mot sur si on arrive à cet état de contrôle de réalité, le pouvoir ou le chargement de l'énergie dans la matière est
très, très peu par rapport au changement de l'énergie de la conscience. C'est-à-dire la conscience est plus forte que l'état matériel. Ça veut dire que l'état matériel, ce niveau-là, rien de ce niveau-là peut nous atteindre ou toucher. Nous devions intouchables. Et à ce moment-là, quand nous serons intouchables, nous le sommes déjà, sauf nous n'avons pas encore réussi à nous entièrement rappeler de ça. Donc, notre travail est de se rappeler et le rappelage, ça se fait le plus facilement dans la relaxation éveillée. Si nous faisons ce qui est juste et bon pour nous détendre. À ce moment-là, il n'y a plus possibilité de manipulation ou de menace. Le nouvel ordre is dead. Les puces, les vaccins, tout ça, même pas besoin de boire du plasma. Et ça, voilà la garantie de la paix. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin d'œuvrer pour la paix. Ça ne fonctionnera pas. C'est la même chose que quand j'étais étudiant, il y avait les manifestations contre la guerre au Vietnam et un des slogans, le meilleur slogan pour moi, c'était « Fighting for peace is like fucking for virginity ». Vous comprenez? En français, ça veut dire de se battre pour la paix, c'est comme baiser pour la virginité. C'est impossible. Parce que justement, vous comprenez, vous savez de quoi je parle. Donc, il y a un dernier détail que j'ai parlé déjà avant, mais je le répète sur ce niveau-là. Le contrôle de la réalité, l'utilisation du contrôle de la réalité requiert de nous un travail négatif. Le travail négatif, ça veut dire un événement qui n'est pas à la normale, c'est fermé. On n'y va pas, jamais. Point. On ne va seulement dans tous les événements qui sont à la normale, s'ils ont déjà matérialisé ou pas. Ça veut dire, si on rencontre une situation qui n'est pas à la normale, c'est-à-dire qui ne nous plaît pas, qui nous frustre, qui nous déconforte, qui nous déconcerte, qui nous défait, qui est négatif. Dans cette situation, on la voit, on n'y va pas. On détourne délibérément son attention pour envoyer à la place une pensée de normalisation, un biosignal. C'est un exemple, ça vous avez déjà vu, des travailleurs ont oublié de mettre le couvercle sur un égout de pluie dans une ruelle. On se promène, on voit le trou, qu'est-ce qu'on fait? On continue à marcher comme si rien n'était? Non, on voit le trou, on ne pense même pas, les pieds contournent le trou. Vous n'avez pas besoin, un trou, je vais tomber encore une fois. Ou, un trou, faudrait que je me méfie de ne pas tomber cette fois-ci encore une fois. Non, il n'y a pas de pensée comme ça. Vous continuez à penser ce que vous pensez, vos pieds font le travail, vos pieds liés avec l'âme et par l'âme et les yeux qui détectent le trou, vous contournez le trou. Donc, toute situation est comme la lune. Là, Aviram devient très ésotérique. Tout événement est comme la lune. Il y a un côté qui est clair et un côté qui est sombre. Donc, chaque événement, même si c'est sombre, comme vous voyez, c'est l'image, elle contient quand même, chaque situation qui n'est pas ce que vous voulez, contient ce que vous voulez.
au moins l'indicateur de ce que vous voulez. Donc, vous avez tout à fait, nous avons la liberté de mettre notre attention dans ce côté de ce que je ne veux pas et déprimer et de me révolter, ou de diriger mon attention sur le même point, mais juste l'autre côté de la même chose qui me dit qu'est-ce que je veux et élaborer ce que je veux encore. Et ça serait bien si ça et ça et ça. Hein? Pour résumer, si on rencontre un événement qui est déjà à la norme, l'âme envoie une pré-pensée, le mental le prend, en fait une pensée puissante parce qu'elle est structurée, qui s'appelle biosignal, et ça achève en faisant une réalité matérielle, un événement à la normale. Les événements pas à la normale sont créés par les croyances collectives qui vont déformer la pré-pensée qui vient de l'âme, qui vont rentrer dans le mental non structuré, vont créer n'importe quoi comme biosignaux opposés, incongruents au même temps, et la matérialisation est non stable et confuse. Donc, on peut vivre dans un monde confus ou instable ou dans un monde stable et plaisant. Notre choix. Devinez ce que Aviram va choisir. Non, devinez qu'est-ce que Monsieur Kesh va choisir. Et là, sur ce chemin de contrôle de la réalité, il va y avoir des moments où vous allez reconnaître, oh wow, j'ai réussi à changer une réalité. Elle est maintenant plus, les résultats sont ce que je voulais, mais les résultats peut-être ne durent pas dans le temps. Ça dégrade. Ou, oui, je voulais éviter cette catastrophe, mais elle n'est pas tout à fait évitée, juste le pire n'est pas venu. Ça veut dire notre capacité, notre structuration de la conscience n'est pas complètement faite. Elle est déjà très bien, mais elle n'est pas encore si puissante pour faire des résultats stables. Et à ce moment-là, ce qui est important, c'est de garder la persévérance, c'est-à-dire de continuer quand même. De toute façon, le processus, depuis que je fais ça, probablement je parle pour vous aussi, est tellement joyeux et tellement wow que je ne peux pas imaginer de l'abandonner. Persévérer, c'est pas vraiment un oh, I have to, ou je dois, ich muss ja. Non, c'est comme, ah oui, j'aime ça, faire ça le plus souvent que je peux. Voilà, mes amis, c'était très dense, très beaucoup, mais je crois que ça vaut la peine. Si c'était un peu trop, peut-être vous pouvez le re-regarder ou re-écouter dans le YouTube canal français. Alors, avec ça, je termine ma multiplication. Je vous remercie beaucoup de votre amour et attention. Et je vous laisse le microphone pour des commentaires et des questions. Merci. Allez, Jean-Marc, dis quelque chose. Oui, Aviram. Ce n'est pas à toi de nous dire merci, c'est nous qui te remercions.
Oui, merci Aviram, c'était super comme d'habitude, avec un ton extraordinaire. Cool. Merci Afiram et merci pour la bonne humeur. Avec plaisir, Catherine. Dans le chat, j'ai mis un petit mot pour te dire que c'est pas 17, il manque un 10. C'est 10 puissance 17, ce qui fait, je crois, 100 000 milliards, ou même encore, c'est pas Oui, assez. C'est oui, plus que ça. oui, c'est un chiffre énorme qui est trop grand pour moi. Pour Voilà. ça, je dis 17 fois, ça va. Déjà, Voilà. 17 fois passe une 17e d'une seconde, c'est déjà trop court. Ouais. C'est très bien. Il faudrait changer d'échelle de temps, quoi, mais c'est compliqué, là. Non, merci beaucoup, Aviram, c'est super. Mhm. Ah oui, c'est bien. On se régale. Cool. Ouais, puis tu as un côté théâtral, c'est quand même pas mal. C'est super, hein, vraiment. Hein. Ça fait vivre l'exposé, c'est génial. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires, s'il vous plaît? Vous m'entendez là? Oui. Ouais. Et si le 21 mars, il n'y avait pas d'événement, un plan de secours derrière? On t'entend un peu loin, là. Il faudrait que tu te rapproches du micro ou que tu... Ouais. Si le 21 mars, il n'y avait pas d'événement qui se produit, il y aurait un plan derrière tout ça ou un deuxième plan? Vous m'entendez, non? Tu m'as dit que ça durait pas longtemps. Hein? On entend, mais très loin. Très bon. Vous m'entendez mieux là? Un peu mieux là, moi. Je sais pas les autres. Mais je disais, si c'est Gilles, merci à Viram pour cette conférence, c'est vraiment formidable. Et c'est toujours de mieux en mieux, donc je suis avec intérêt. Est-ce que si le 21 mars, il n'y avait pas d'événement, il y a un deuxième plan derrière qui suivrait ou M. Kesh a prévu quelque chose? Je ne comprends pas la question. Oui, donc le 21 mars 2021, il y a l'éveil de la conscience. Non, c'est Transition. le moment, si j'ai bien compris, c'est le moment où tout bascule. Oui, d'accord. Alors, tu vas te réveiller le 21 mars, le matin, et tu vas regarder dans le miroir, tu vas dire, waouh, qui est ça? J'adore. Mais s'il n'y avait rien le 21 mars, est-ce qu'il y a un plan derrière tout ça? Mais il y a tout. Ouais. Il n'y a pas rien, c'est tout, c'est la fin de la transition. D'accord. Parce qu'on attend ça depuis tellement longtemps que je suis impatient, comme tout le monde, je pense. Un peu impatient. Merci Avira. Plaisir. Ouais, puis le 21 mars, c'est le printemps, hein, je vous signale. Ouais. En plus. Ouais, c'est le solstice d'hiver. Et c'est mon anniversaire. Ah, mais alors là, c'est la totale. Ouais, c'est la totale. Merci, merci. Bon, les amis, je vous propose qu'on se quitte, puisqu'il n'y a plus de commentaires. On remercie encore une fois Aviram pour tout le travail qu'il fait, quoi. Voilà.
Merci Aviram, bonsoir à tout le monde. Bonsoir les amis, bonsoir. Bonsoir. Merci, Bonsoir, Aviram. bonne nuit. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. C'est fini. Il y aurait quelque chose qui va se passer le 21 mars.